Amis auditeurs de Transat, bonjour. Eh bien, voilà, c'est encore les vacances pour moi. Je suis encore dans le midi de la France. Et puis, je crois que vous vous souvenez que l'an dernier, à cette époque-ci, je vous avais présenté un cinéaste animalier, Monsieur Guy Bortolato. Eh bien, Monsieur Guy Bortolato, je suis à nouveau en sa compagnie. Bonjour, Monsieur Bortolato. Bonjour à tous. Oui. Alors voilà, il n'a pas changé, le cinéaste animalier. Vous savez qu'il nous avait donné une bonne explication sur le Var. Hein, et là, il se prépare à nouveau à une expédition dont il va nous parler. Alors, Monsieur Bortolato, demain c'est le grand départ, qu'est-ce qui vous attend? Alors demain, je vais voir quelques pareils biens communs en France. Je vais essayer d'aller filmer des attitudes de cerf, puisque là, nous commençons la période du brame. Le brame du cerf, c'est la deuxième quinzaine de septembre, jusqu'à des fois 5, 6, 10 octobre, selon les secteurs. Il y a beaucoup de cerfs dans le Var? Alors, dans le Var, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout dans le Haut-Var. Mais moi, je vais plutôt dans les Alpes-Maritimes, mon ancien territoire, en quelque sorte. Et dans l'arrière-pays niçois, où il y a très très faible population de cerfs. On ne dépasse pas 200 individus environ. Donc, et le milieu est très très ingrat, c'est du maquis. Donc, croyez-moi, c'est hallucinant de voir un cerf qui arrive à se camoufler derrière, dans un maquis. On entrevoit la tête à travers les ronces, etc. C'est pas facile. Hein, les grandes clairières dégagées, il n'y en a pas. Il y en a qu'une. Oui, alors justement, parce que, écoutez, pour nous qui sommes, pour les nordistes, par exemple, entre guillemets, quand on parle de la Côte d'Azur, c'est un surplus de voitures, c'est un circuit invraisemblable, il y a un monde fou, et puis vous arrivez à trouver des coins isolés comme ça, c'est assez surprenant pour celui qui ne connaît pas la région. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un endroit aussi, qui est super intéressant. La presqu'île de Gien. Peut-être que les gens connaissent du Nord. Donc c'est en Méditerranée, ça démarre à hier. Et c'est un endroit très très intéressant. Déjà pour une raison, c'est que dans le monde, il n'y a que 5 tombolos doubles. Qu'est-ce que c'est qu'un tombolo? C'est la bande de terre qui relie le continent à une presqu'île. Et donc il existe 5 tombolos doubles dans le monde. Sur les 5, 3 se trouvent en Méditerranée. Il y en a un en Italie, un autre en Espagne, et nous avons la chance d'en avoir un à Gien, celui qui relie hier à la presqu'île de Gien. Une fois de plus, je déplore l'absence de caméras de télévision, parce que chaque fois que j'ai la chance d'interviewer quelqu'un de passionné, c'est toujours intéressant de voir ses mimiques et de voir l'enthousiasme avec lequel il répond à la question. Mais je lui redonne la parole. Oui, alors ce lieu est très très intéressant. Pendant très longtemps, l'homme a exploité le sel, puisque ça fait en quelque sorte des salines naturelles. Le tombolo était double naturellement, donc super, il y avait plus qu'à s'installer pour extraire le sel. Et parallèlement, les oiseaux avaient l'habitude, depuis déjà des millions d'années, de venir nicher à cet endroit, ou passer en migration, etc. Donc, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, l'exploitation de sel a cessé pour manque de rentabilité, et donc cet endroit a été racheté par le Conservatoire du Littoral. Et c'est donc devenu une espèce de sanctuaire, car, attention, pour certains oiseaux, c'est le dernier lieu de nidification du sud-est de la France, notamment pour les chasses. Et la Vossette, vous dans le Nord, vous devez connaître, dans le Marcanterre, elle niche là-haut. Eh bien en Méditerranée, la presqu'île de Gien, c'est le dernier endroit du sud-est de la France. Après, il faut aller en Italie, dans le delta du Pô. Sinon, entre les deux, il n'y a plus aucun endroit. Donc, vous voyez, très important cet endroit, presqu'île de Gien. Donc, si un jour vous passez par la Côte d'Azur, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil à cet endroit magnifique. Et justement, c'est quand même un endroit relativement isolé, relativement sauvage. C'est accessible pour le commun des mortels comme moi? Alors c'est tellement sauvage que le tombolo double
est remplacé par 2 routes. Hein. C'est 2 routes, donc vous pouvez circuler en voiture d'un côté comme de l'autre. Voilà. Mais pour voir les oiseaux, malheureusement, il faut une paire de jumelles, voire un télescope. Donc c'est vraiment accessible au grand public. Hein. Évidemment, dedans, vous ne pourrez pas rentrer. C'est d'ailleurs cerné par des canaux. Donc l'accès est très difficile. Alors quelquefois, il y a la LPO qui organise des balades à l'intérieur, mais il faut prendre rendez-vous. C'est un petit peu compliqué pour le touriste qui passe ici juste une journée pour voir à quoi ça ressemble. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour en voiture, à vous arrêter, regarder du côté. Il y a toujours des oiseaux à voir. Il y a même des flamants roses toute l'année, à tel point que les gens croient que les flamants roses nichent ici. Pas du tout. Les flamants roses ne nichent qu'en Camargue. Donc là, on a des flamands toute l'année, mais c'est souvent, surtout, j'allais dire, des jeunes, des subadultes en fait, entre 1 an et 5 ans, l'âge où il va se reproduire. Il y a tout un échelonnage de couleurs. Il va passer du noir, franchement l'oiseau mazouté, au superbe oiseau rose que les gens ont vu au moins en image. Alors justement, on va quand même maintenant, parce que on connaît votre passion pour les oiseaux, on l'a déjà vu l'an dernier, donc en principe, elle n'a pas baissé d'un iota, mais on voudrait un petit peu en savoir un peu plus sur le brame du cerf. Alors le brame du cerf, un peu plus de détails là-dessus. Un peu plus de détails. Donc, comme je disais, hein, le brame commence en ce moment. Le brame, c'est la période des amours. Donc là, le mâle, il va chercher à réunir le plus de femelles possible. Donc c'est là où il y a des conflits, parce que entre mâles, ils vont se bagarrer pour savoir celui qui va plaire à toutes ces dames. Pour ça, ils n'ont rien inventé. Oui, c'est vrai. Et donc, ils vont se battre. Bon, les combats mortels sont vraiment rares. Ça arrive, mais c'est vraiment très rare, parce que ils savent tester leur force, etc. Et pendant qu'ils font ça, ces belles dames sont là, elles ruminent, elles regardent, elles attendent de voir qui va gagner, etc. Alors donc c'est une période très intéressante pour nous, pour le film ou l'image en général, parce que le reste de l'année c'est un animal extrêmement discret. On a l'impression qu'il n'y en a pas du tout, on l'entend pas, rien du tout. Alors que là, c'est la période où il est un peu moins timide, il se montre un peu, et puis surtout on l'entend. Et pour ceux qui ont eu la chance d'entendre le brame du cerf, c'est très impressionnant. Le soir, on a l'impression que c'est un peu à mi-chemin entre le rugissement d'un lion et le beuglement d'une vache. Hein, c'est un peu ce son-là. Il y a des heures pour ça. Il n'y a pas tellement d'heures. C'est soit très tôt le matin, soit le soir. Quand ils sont vraiment en pleine folie, il y a une période qui, disons, 8 jours maximum, où là c'est toute la nuit, les bagarres, ça brame, etc. Mais il peut lui arriver de bramer en pleine journée. Moi j'en ai souvent observé qui bramaient couchés. Ils étaient en train de ruminer, puis de temps en temps, ils poussent son cri là. Alors ça vous demande quand même un temps fou. Il faut que vous soyez présent pratiquement tout le temps pour justement saisir cet instant particulier. Oui, comme toujours avec les animaux, ça demande tout notre temps, tout simplement. Il faut être là, il faut vivre avec eux en quelque sorte pour arriver à extraire quelques images. Alors heureusement, comme vous savez, je me suis aménagé un fourgon, donc ça me permet de dormir sur place, pour me reposer, etc. Mais là, avec les cerfs, je vais surtout me reposer la journée, au moment de la sieste, et voir un peu la nuit ce qu'on peut faire. Et hélas, en image, on ne peut pas faire grand-chose la nuit, puisqu'on n'a pas la lumière. Hein. Mais bon, très tôt le matin, ou en fin d'après-midi, quelquefois, on a la chance d'avoir des attitudes. Mais il faut vraiment attendre la chance, hein. Pour ne rien vous cacher, depuis... Je débute, hein, ça fait qu'une 40aine d'années que je m'intéresse aux animaux sauvages, et j'ai pu avoir 2 séquences intéressantes. Alors dans ces lieux-là, parce que je sais que ça fait partie de vos préoccupations, bien entendu, ou même de vos soucis, on peut dire, il n'y a pas de chasse. Hélas, si. Si, la chasse est autorisée dans ces endroits-là. Et c'est un des scandales que je déplore, que l'on se permette de chasser le cerf en pleine période de brame. C'est
c'est un non-sens. Mais de toute façon, enfin pour moi, hein, la chasse en général, c'est un non-sens. Je crois que l'homme, avec toutes les connaissances que nous avons progressé sur le plan technique, c'est vrai. Moi, je suis pour le progrès aussi dans le domaine de l'éthique. Et l'éthique, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas que nous sur cette planète. Il y a beaucoup d'autres êtres vivants, les animaux en particulier. Et on ferait bien d'appliquer une belle éthique, c'est-à-dire se soucier un peu d'eux, quelle vie on leur donne. Si on doit en tuer certains pour les manger, bon, oui, mais on pourrait peut-être le faire rapidement, avec le moins de souffrance possible. Ce n'est pas le cas en France, hein, comme vous le savez. Et puis la chasse, la corrida, c'est quoi? C'est tuer des animaux pour le sport, pour l'amusement, le plaisir. Encore une fois, je préfère une élévation dans le domaine de l'éthique. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme moderne doit abandonner ces pratiques barbares et ancestrales. Voilà. Alors, vous voyez, une fois de plus, les convictions de M. Bortolato, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, n'ont pas changé. Et heureusement qu'il y a quand même des défenseurs des animaux et de la nature un petit peu comme lui. Alors, pour conclure, M. Bortolato, parce que ça fait un an que nous n'étions pas rencontrés, quel est votre projet après justement cette étude du brame des cerfs? Après, c'était le projet. Ben, le projet, c'est que c'est une séquence importante dans un des films que je suis en pleine reconstruction sur la faune de la montagne en général, et que j'ai intitulé Au royaume de l'aigle, puisque bon, l'aigle royal, son nom royal, m'a permis de trouver ce titre. Donc les cerfs, et surtout en période de brame, vont prendre une part, une toute petite part, hein, c'est vrai, parce que il y a beaucoup d'animaux vedettes dans la montagne, hein, chamois, bouquetin, mouflon, et puis l'aigle, les vautours, d'autres rapaces, etc. Donc c'est un film assez colossal. Mais bon, je suis dessus depuis des années. Il existe déjà, hein, mais comme tous les montages que je fais sur notre région, Provence-Côte d'Azur, tous les montages régionaux, je les remodèle, je les revisite, comme on dit, au moins tous les 2-3 ans. Surtout quand j'ai des séquences intéressantes à rajouter. Alors, je vous remercie beaucoup. On va conclure, si vous le voulez bien, sur un petit peu de musique, parce qu'il ne faut pas oublier non plus vos talents de musicien. Hein. Oui, alors, oui, je vous fais écouter la suite de la musique que j'ai faite pour le tombolo de Gien dont on parlait, et j'ai fait un petit film que j'ai intitulé Élégante des marais, en référence surtout à l'avocette, puisque son nom en français c'est avocette élégante. Voilà, merci. Et, amis auditeurs, je me permettrai de vous dire, puisque je suis assez souvent dans la baie de Somme, qu'il y a une baguette de pain qui s'appelle l'avocette dans le secteur d'Abbeville. Voilà, bonne journée à tous.